Très bien. Donc, merci Nzra et chers amis, chers collègues, chers auditoires, je suis ravie de participer aujourd'hui à cette 13e journée du Congrès national de déficit immunitaire primitif et avec un thème qui est complètement d'actualité, donc la rhumatologie pédiatrique à l'ère du Covid-19. Alors, juste pour ne pas répéter les choses, c'est vrai qu'il y a un an, on ne connaissait pas le Covid-19 et aujourd'hui, c'est une maladie qui prend une dimension très particulière, démesurée jusqu'à être déclarée pandémie de par la contamination importante, de par ces hospitalisations en unité de soins importantes. Et au fur et à mesure que donc, ces cas ont été déclarés, de leur description clinique et biologique, aujourd'hui, on comprend mieux en fait la physiopathologie. En effet, en plus de la réplication virale, il y a cet orage cytokinique dont a parlé l'orateur précédent, très bien d'ailleurs, je l'en félicite. Et cet orage cytokinique, eh bien, c'est un phénomène qui est bien connu des rhumatologues pédiatres depuis de nombreuses années, tout simplement parce que l'orage cytokinique fait partie de nombreuses maladies inflammatoires pédiatriques et notamment la forme systémique d'arthrite juvénile, pardon, les syndromes d'activation macrophagique et aussi certaines maladies auto-inflammatoires héréditaires. Et je prendrai à titre d'exemple ce qu'on appelle les CAPS, donc les cryopérinopathies et notamment le SINCA que tous les pédiatres connaissent très bien. S'il vous plaît, professeur Boyed, mettez-vous en mode plein écran. Ok. C'est bon? Super. Donc, cet orage cytokinique, comme on l'a déjà dit, c'est une forme de dérégulation du système immunitaire qui va porter davantage sur le système immunitaire inné, qui va s'emballer et induire une réaction inflammatoire excessive, avec ces cytokines pro-inflammatoires qui vont être produites, une explosion de cytokines pro-inflammatoires, et c'est ce qui va être à l'origine des lésions cellulaires. Et là, j'ai choisi un schéma qui est beaucoup plus simple, qui est donc un petit peu la physiopathologie de l'orage cytokinique chez les adultes dans les formes sévères. Et en fait, ce qui se passe, c'est que une fois que l'individu a inhalé le Covid-19, le SARS-CoV-2, au niveau des voies aériennes, il passe au niveau du poumon. Alors malheureusement, j'arrive pas à voir sur le mode plein écran, pardon, ma souris. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Hop, je vais le remettre et je vous le remettrai après. Donc, il y a une réplication virale importante et en fait, j'insiste sur ça, c'est un retard d'expression de l'interféron gamma. Cet interféron gamma joue un rôle essentiel comme antiviral à la phase initiale. Et c'est ce retard qui entraîne une réplication. C'est cette réplication importante qui va s'associer à cet orage cytokinique des cytokines pro-inflammatoires, des chimiokines qui vont attirer les cellules de l'immunité innée. Et donc, tout ceci va aller in situ au niveau de la cellule épithéliale du parenchyme pulmonaire et de la cellule endothéliale, va être responsable de la détresse respiratoire, des thromboses et va avoir, bien sûr, des conséquences thérapeutiques. C'est ce que a détaillé Wissal avant moi. Donc, qu'en est-il en pédiatrie? En pédiatrie, aujourd'hui, on sait très bien que la Covid-19 est une pathologie qui est quand même relativement pas très fréquente puisqu'elle touche que 2% en moyenne de la population générale atteinte et que majoritairement, les enfants font des formes bénignes à modérées, voire asymptomatiques carrément. Pourtant, la population des médecins qui se chargent de l'enfant ont pu faire deux grands constats. Le premier constat, c'est la hausse importante des cas de maladie de Kawasaki classique. Et la seconde constatation, c'est l'émergence d'une maladie, on va dire, un peu nouvelle dans le sens où c'est une maladie qui ressemble beaucoup à la maladie de Kawasaki, mais qui s'associe à des signes de gravité qui vont donc mener à une hospitalisation en unité de soins intensifs. Et ce syndrome-là a eu donc de nombreuses dénominations. Ça passe du Kawasaki-like disease au Kawasaki disease shock syndrome, au PIMS-TS, et donc pour dire Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome temporairement associated to SARS-CoV-2, et enfin au MIS-C, qui est le Multisystem Inflammatory Syndrome in Child.
Cette maladie de Kawasaki, donc ce premier phénomène, on sait que la maladie de Kawasaki est une maladie dont l'éthiopathogénie reste mal élucidée avec beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de mystères. Mais on sait aussi que certains facteurs déclenchants sont bien identifiés et ces facteurs déclenchants sont essentiellement des agents infectieux qui peuvent être d'origine virale ou bactérienne. Et parmi les agents viraux, des virus de la famille des coronavirus ont été identifiés comme étant facteurs déclenchants de la maladie de Kawasaki, et ce depuis déjà plusieurs années, à savoir au moins une quinzaine d'années, avec des publications datant de 2002 et de 2015. Donc, pourquoi le SARS-CoV-2 ne serait pas un facteur déclenchant? C'est ce qui expliquerait donc cette incidence un petit peu élevée. En effet, donc ça c'est un travail qui a été fait ou publié donc par des Italiens. C'est un travail fait au niveau de la province de Bergamo, qui était l'épicentre de l'épidémie de Covid-19 en Italie du Nord. Et dans ce travail, on identifie deux périodes, une période avant le Covid et une période après le Covid. Donc la première période avant le Covid, c'est une période qui donc a été déterminée entre le 1er janvier 2015 et le 17 février 2020, soit 5 ans. Et là, on retrouve uniquement dans cette zone très peu de patients ayant développé la maladie de Kawasaki, avec un âge moyen à peu près de 3 ans. Tandis que le deuxième groupe, c'est au décours de la pandémie. Et là, sur une période très courte, allant du 18 février au 20 avril, donc les auteurs rapportent 10 cas de Kawasaki avec un âge moyen plus avancé que le Kawasaki classique, c'est-à-dire à 7 ans et demi. Et puis, une positivité, une preuve du Covid-19 dans 8 cas sur 10. Donc, ceci démontre que l'incidence mensuelle est au moins 30 fois supérieure à l'incidence mensuelle connue et rapportée au cours des 5 années précédentes. Alors, quant à ce nouveau syndrome sévère qu'on appelle le PIMS-TS, et on verra bien que la dénomination de ce syndrome est extrêmement, on va dire, évolutive, aussi bien dans le temps que dans l'espace, selon les régions et donc les continents. Et ça a commencé par une description dite Kawasaki-like disease, tout simplement parce que ce syndrome emprunte de nombreux traits cliniques de la maladie de Kawasaki, avec en plus des signes de gravité, et donc certains l'auront appelé aussi Kawasaki Disease Shock Syndrome, qui a déjà été décrit auparavant, sans lien bien sûr avec le Covid-19. Et puis, au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est que les pédiatres se rendent compte qu'il s'agit quand même d'une entité qui est assez distincte de la maladie de Kawasaki, et donc ont donné de nouvelles dénominations. Une première dénomination aux États-Unis qui est le MISC-C, et pour syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant, CHILD, c'est pour CHILD. Et puis, en Europe, pour le PIMS-TS, donc syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique relié au SARS-CoV-2 de manière temporaire. Et je vais dire qu'en fait, entre ces deux dernières appellations, l'américaine et l'européenne, la définition est assez semblable, sauf que les Américains donc impose une preuve Covid-19 obligatoire pour retenir le diagnostic. Donc leur définition est du coup davantage discriminative par rapport à celle de l'Europe. Alors ce syndrome, dit PIMS aujourd'hui par tous nos confrères, donc semble en hausse parmi les patients pédiatriques. Et j'ai choisi ce travail qui a été fait au sein d'un centre universitaire parisien de pédiatrie générale. Et donc, en fait, c'est une étude prospective observationnelle portant sur qui a eu lieu entre le 27 avril et le 11 mai. Et dans cette étude ont été inclus tous les enfants hospitalisés dans ce centre de pédiatrie générale et répondant aux critères classiques de la maladie de Kawasaki, que ce soit une forme complète ou une forme incomplète. Et donc, 21 cas ont pu être recrutés en 20 jours, tandis que d'habitude, dans ce centre de pédiatrie générale, le recrutement est en moyenne de 2 cas de Kawasaki par mois.
Parmi ces 21 cas, 17 ont nécessité le recours à l'unité de soins intensive pour cause de Kawasaki Disease Shock Syndrome ou de myocardite. Et en effet, on voit une surreprésentation de la myocardite dans ce syndrome. Parmi ces patients, 90% avaient une preuve certaine du Covid-19. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'OMS a essayé d'élaborer ou de poser les jalons d'une définition qui permettrait à l'ensemble des pédiatres de parler le même langage. Et donc, du coup, ce PIMS est retenu chez des enfants qui ont un épisode fébrile dépassant 3 jours, plus deux des signes que je vais citer rapidement, soit des traits cliniques rappelant la maladie de Kawasaki, soit un état hémodynamique précaire, ou encore un dysfonctionnement cardiaque, quel qu'il soit, clinique, échographique ou biologique, ou encore des anomalies de la coagulation, des problèmes gastro-intestinaux, bien sûr en présence d'une inflammation biologique majeure, et d'une preuve du Covid-19. Mais ici, quand j'ai dit que la définition OMS était moins regardante que celle des Américains, c'est parce qu'on peut intégrer également les patients qui ont une PCR ou une sérologie ou une antigénémie négative, mais qui ont des contacts très proches positifs. Alors, en parallèle, l'OMS aussi a créé une espèce de plateforme pour recueillir l'ensemble des enfants qui présentent ce syndrome, de telle façon à pouvoir mieux définir ce syndrome, mieux le comprendre et proposer, bien sûr, une prise en charge thérapeutique optimale. Alors ça, c'est le schéma qui rejoint un petit peu celui qu'a projeté Wissal, avec quelques petites différences. Et effectivement, vous avez la maladie légère sur la gauche de l'écran, où on voit qu'il y a un pic interféron gamma de réponse très précoce, et c'est ça qui permet en fait de bloquer la réplication virale et d'atténuer l'orage cytokinique, tandis que sur la droite, on voit parfaitement qu'on a une réponse interféron retardée, ce qui va induire une réplication majeure virale qui va s'accompagner d'un orage cytokinique avec une production accrue de l'IL6. Là encore, j'ai essayé j'ai fait une recherche bibliographique et j'ai pu, en fait, je voudrais partager avec vous 2 travaux. Ce premier travail, qui est la plus large série jamais encore publiée en matière de PIMS, et qui porte sur 156 enfants, c'est un travail français. Et dans ce travail, donc les auteurs ont classé le PIMS en 4 catégories. Une catégorie où vous avez un Covid confirmé par une PCR ou une sérologie positive et qui concerne 79 cas parmi donc l'ensemble des malades. Une catégorie de PIMS probable, et là en fait vous avez soit un scanner franchement parlant, soit un contact proche qui a une preuve Covid formelle. Un troisième groupe qui est dit PIMS Covid possible, dans le sens où les bilans étaient en cours, parce que c'est une étude en fait qui est prospective. Et enfin, un quatrième groupe qui porte sur 48 enfants ayant un PIMS. Et là, on écarte de manière définitive l'infection à Covid-19. Donc, au total, nous avons quand même 95 parmi les 156 enfants qui sont confirmés Covid. Donc, on a dit que c'était la plus large série jamais publiée, que 61% avaient une preuve Covid, que tous ces malades, en fait, développaient ce syndrome sévère 4 à 5 semaines après l'infection à Covid, ce qui suggère fortement qu'il s'agit d'une manifestation immunologique post-infectieuse. Il s'agit bien là d'une complication grave, puisque 73% des enfants vont nécessiter des drogues inotropes, nécessiter le recours aux unités de soins intensives. Et puis, on déplore d'ailleurs dans cette série un décès parmi les 6 décès qui ont été rapportés dans la littérature au total. Il s'agit également d'une complication rare, voire exceptionnelle, puisque finalement, l'incidence n'est que de 2 pour 10 000 enfants confirmés ou probables Covid-19. Donc, alors, ce qui est intéressant aussi dans ce travail rapidement, c'est que… S'il te plaît, désolée, il te reste 2 minutes. Oui, il me reste 2-3 diapos, vous inquiétez pas. D'accord, merci, désolée. Donc,
ce syndrome est tout simplement caractérisé par un âge de survenue plus tardif que le Kawasaki habituel ou que le PIMS en dehors du coronavirus, par une myocardite de manière significativement plus élevée, la survenue d'un syndrome d'activation macrophagique et le recours aux unités de soins intensifs. Le deuxième travail, c'était un travail multicentrique au niveau du Royaume-Uni, portant sur 78 enfants, et avec une preuve Covid dans 52% des cas, un peu plus de la moitié. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont recours aux unités de soins intensifs. Le recours au biologique est utilisé dans 22% des cas, avec en tête de liste l'anakinra, suivi de l'infliximab. Enfin, rhumatologue pédiatre que je suis, je voudrais quand même attirer l'attention sur les recommandations qui ont été faites par l'organe, on va dire, institutionnel de la rhumatologie pédiatrique européen, destiné aux praticiens, mais aussi aux patients. Et la recommandation, c'est tout simplement dire que, en raison des cas finalement pas très fréquents de Covid-19 chez l'enfant, des formes bénignes, il ne faut surtout pas arrêter les traitements de fond, que le méthotrexate et la biothérapie en monothérapie ne constituent pas un facteur de risque, mais que j'attire l'attention sur la corticothérapie qui est à forte dose et certains immunosuppresseurs, et en particulier pour le cyclophosphamide et le rituximab, qui sont des antilymphocytes B, qui sont des antilymphocytes dans l'absolu, et donc qui peuvent exposer à un plus haut risque de maladie Covid. Enfin, pour conclure, le rôle du pédiatre rhumatologue au cours de la pandémie est quand même un rôle clé, dans le sens où, tout simplement, s'il endosse la casquette de pédiatre, il doit prendre en charge, ou en tout cas dépister et orienter les Covid-19, aider à la prise en charge des PIMS dans les services de réanimation et d'infectiologie, pour la simple raison qu'il a une expertise en matière de thérapie ciblée. Et puis, bien sûr, sans oublier son rôle d'éducateur pour les patients rhumatisants. Et puis, je vous remercie de votre attention et vous souhaite plein de sérénité dans cette phase perturbée que nous vivons. Merci.